Je vous propose de partir dans la région des Hauts-de-France, de la région Picardie, Nord, Pas-de-Calais, puisque nous accueillons le président du groupe Rassemblement National dans cette grande région du nord de la France, Philippe Aymery, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous. Vous avez une double particularité en qualité de président du groupe Rassemblement National, c'est que dans cette assemblée, vous êtes la seule opposition face à la majorité LR, UDI, Union centriste, et le président de la région est un présidentiable, puisqu'il s'agit de Xavier Bertrand. Alors Philippe Aymery, vous êtes à mi-mandat dans cette région, l'absence de toutes les gauches à la région, plus de socialistes, plus de communistes. Il faudra peut-être nous expliquer quelle en est la raison. Est-ce que vous considérez dans la fonction qui est la vôtre, dans votre mission, que c'est un avantage ou que c'est un handicap pour le Rassemblement national ? Ni l'un ni l'autre, il y a une réalité, nous nous adaptons, et c'est le rôle du politique de s'adapter. Je regrette cependant que dans cette région qui historiquement a été à gauche, il n'y ait aucune représentation, parce qu'il y a donc une crise de la représentation pour les électeurs de gauche. La raison, vous la connaissez, au soir du premier tour de l'élection régionale, alors que Marine était largement en tête avec plus de 40% des voix, il y a eu, je dirais, le retrait obligé de la liste socialiste pour faire barrage, comme ils disent, et donc M. Bertrand a été élu. Donc nous faisons avec cette situation, et nous essayons, nous, uniquement de répondre à l'attente de nos électeurs et de servir l'intérêt des habitants de la région, puisque c'est ça notre boussole. Alors je l'ai dit, Xavier Bertrand, qui dispose, on le sait, d'importants réseaux, ne cache guère sa volonté de concourir à la présidentielle, c'est possible celle de 2022. Vous le côtoyez depuis près de 3 ans et vous faites peut-être un premier bilan de son activité, c'est-à-dire assez rapidement un bilan sans concession. D'abord, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire des concessions en politique, à la fois parce que M. Bertrand se revendique comme un adversaire acharné de ce que nous sommes, et en plus parce que nous considérons qu'il est devenu maintenant un handicap pour notre région et pour ses habitants. J'ai qualifié, je dirais, le bilan à mi-mandat d'être placé sous le signe de l'échec, de l'impuissance et du renoncement. Alors pourquoi ? Le premier échec, c'est sur le front de l'emploi. M. Bertrand, alors en campagne, déclarait élu à la tête de la région, je m'engage en septembre 2016 à avoir remis 60 000 chômeurs au travail. 3 ans plus tard, nous avons 20 000 chômeurs de plus qu'au 1er janvier 2016. C'est-à-dire que l'écart entre la promesse de M. Bertrand de réduire le nombre de chômeurs de 60 000 et la réalité, elle est aujourd'hui de 80 000. Donc ça, c'est son premier échec. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner des circonstances atténuantes ? C'est dans la région Nord et il revient sur des décennies de gestion calamiteuse des socialistes et des communistes. La désindustrialisation de votre région, ce n'est pas la faute de Xavier Bertrand. Aucune circonstance atténuante, et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes 13 régions françaises, et ce que nous avons regardé, au 1er janvier 2016, le taux moyen de chômage national en France est de 10%. Dans notre région, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, il est de 12,5%. Regardons-le 3 ans après, et regardons le nombre de chômeurs dans chacune des régions françaises. Eh bien, notre région est une de celles qui a connu la plus grosse augmentation du nombre de demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que sous la présidence de M. Bertrand, l'écart s'accroît avec le national, il y a un décrochage régional. Or, certes, ce sont les entreprises qui créent les emplois. Le rôle du Conseil régional, chef de file du développement économique, c'est de donner les conditions de l'attractivité, les conditions du développement économique. Et quand il intervient même à la marge, il le fait mal, puisque nous décrochons. Néanmoins, sur des dossiers qui sont maintenant des dossiers nationaux, on voit quand même que la région des Hauts-de-France se bat. Je pense au dossier Ascoval. Aujourd'hui, il y a des repreneurs qui se font connaître et qui sont sérieux. Je pense à British Steel ou à Calvi Networks, d'un côté des Anglais, de l'autre côté des Italiens. Là, on peut considérer quand même que l'action de la région, avec, je crois, 12 millions d'euros d'avance, permet quand même d'espérer que ce dossier puisse se terminer mieux que dans d'autres cas industriels en France. Bien. Alors sur ce dossier,
d'abord vous dire, préciser s'il en était besoin, que l'ensemble de nos votes, que ce soit pour Arc International, que ce soit pour Ascoval, bref, pour tout ce qui doit concourir à l'industrialisation du pays ou à combattre sa désindustrialisation, nous avons toujours voté des deux mains toutes les délibérations proposées par l'exécutif. Mais vous me parlez aujourd'hui de repreneurs sérieux. British Steel, Calvi. Il faut savoir que le repreneur soutenu par M. Bertrand, c'était Altifort. Et nous avons découvert, alors que Altifort a jeté l'éponge, que cette société venait d'être créée pour reprendre l'usine de Valenciennes avec un capital de 1 000 euros. 1 000 euros pour un investissement de 160 millions d'euros qui est nécessaire pour remettre un train à fil. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. Et là, dans cette affaire, M. Bertrand, comme il le fait sans cesse, mais il est sans arrêt présent sur les ondes des journaux ou sur les radios nationales, il est allé de coup de gueule en coup de menton. Et ce n'est pas comme ça que l'on mène les affaires industrielles. On les mène dans la discrétion, on les mène dans le sérieux. Est-ce que vous avez, vous, un dossier, il y a 5 dossiers en fait dans la réalité qui sont encore à nouveau en place pour sauver les 281 salariés d'Ascoval. Est-ce que vous avez dans le panel de propositions qui est fait un choix plus qu'un autre? Je pense à British Steel, les patrons sont français, donnent semble-t-il plus de moyens en tonnes d'acier prévus pour faire marcher cette société. Est-ce que vous avez, vous, un choix ou vous... Nous n'avons pas de choix. Ces offres vont être examinées par le tribunal de commerce de Strasbourg. Ces offres sont des offres qui nécessitent une expertise et qui comportent des données auxquelles nous n'avons pas accès. Moi, je fais confiance au juge du tribunal de commerce de Strasbourg pour, je dirais, retenir l'offre qui leur semble la meilleure pour assurer la pérennité d'Ascoval, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'assurer la pérennité d'un outil industriel performant avec près de 300 salariés qui sont des gens motivés et compétents. Voilà, pour une entreprise qui est viable. Alors l'autre reproche important que vous faites à Xavier Bertrand, il est d'ordre plus général d'ailleurs. Vous considérez que les politiques mises en place par l'exécutif régional ne trouvent pas leur cible. Alors, vous évoquez par exemple, j'ai vu de l'aide au transport, et alors... En lisant la presse, mais peut-être la mauvaise, je me suis aperçu que cette politique, elle existe, elle a même été mise en place et portée dans cette région par le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Oui. Eh bien, là, je pense que nous avons à faire notre travail de réinformation par rapport à une communication hypertrophiée de l'exécutif. Retenez peut-être un chiffre. Dans le tableau des emplois, c'est-à-dire dans les effectifs du Conseil régional, les communicants, la communication, c'est près de 80 emplois. Et les évaluateurs des politiques publiques, ils sont 6. Donc vous voyez toute l'importance qui est accordée à la communication. Alors j'en viens maintenant à l'aide au transport des particuliers. Lorsque cette mesure est votée, celui qui est alors vice-président du Conseil régional, M. Darmanin, nous dit, voilà, notre cible représente à peu près 270 000 personnes. Ce sont donc des personnes qui vivent à plus de 30 km de leur lieu de travail, dans des zones qui sont dépourvues de transport en commun. Et donc, pour ces personnes qui sont à plus de 30 km du lieu de travail, dans des zones dépourvues de transport en commun, la région va proposer une aide de 20 € par mois pour compenser le prix du carburant, l'usure de la voiture. Bien. Nous émettons des réserves sur cette mesure parce que si on en fait une projection budgétaire de 267 000 personnes à 240 €, 20 € par mois, 240 € donc 240 € par an, on arrive à un poids financier qui n'est pas supportable par la région. Mais cependant, nous ne sommes pas en opposition. Et puis la mesure se met en place, des délibérations sont prises pour l'appliquer, et qu'est-ce que nous constatons au bout d'1 an, au bout de 2 ans? Que le nombre de bénéficiaires stagne à 15 000. Donc le nombre de dossiers instruits par an, de bénéficiaires retenus est de 15 000, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 5% de la cible. Qu'il y ait au démarrage que le dispositif doit prendre son envol, doit se mettre en place, je veux bien, mais quand au bout de 3 ans, on est toujours à 15 ou 16 000 ou 17 000 dossiers par an, ça veut dire que le dispositif n'a pas trouvé son public.
Ah, il y a un autre reproche, apparemment mineur, mais que j'ai trouvé moi tout particulièrement symptomatique ou significatif, car c'est quand même l'attitude ou le comportement personnel de Xavier Bertrand qui prétend devenir président de la République, c'est-à-dire président de tous les Français, et on découvre quand même un caractère particulièrement véhément. Oui. Alors, je vais vous dire, nous nous moquons un peu de M. Bertrand, ou nous n'avons que faire de M. Bertrand en tant que personne. Par contre, effectivement, dans sa fonction, et je lui ai déjà dit, un président de conseil régional ne se comporte pas comme cela, et c'est un peu le sens de votre question. Quand vous êtes président du conseil régional, vous êtes président de l'ensemble de l'Assemblée, vous vous placez au sud de la mêlée, et vous ne vous comportez pas en chef de bande ou en chef de clan, ce que fait M. Bertrand. Et je crois qu'il est là un peu dans un rôle, une posture obligée. Il s'est présenté, il a eu les voix de la gauche et des socialistes en 2015 comme étant le rempart contre Marine Le Pen. Et il est donc maintenant enfermé dans ce rôle. Donc quoi que nous disions, quoi que nous fassions, il se sent obligé de dire que nous disons des bêtises, que nous sommes des incompétents, même si 3 mois, 4 mois après, il reprend les mesures que nous avons proposées. Ces relations orageuses, elles sont aussi surprenantes parce qu'on pourrait se dire que finalement, débarrassé de la gauche et de l'extrême gauche, vous auriez pu faire de cette région un laboratoire, comme cela a été en d'autres temps pour le Front National, je pense en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région dans laquelle il y aurait des ponts qui auraient été créés entre finalement une opposition libérale, centriste, et puis une opposition souverainiste, populiste, nationale, ce n'est pas le terme que vous souhaitez avoir. Et on vous reproche de ne pas avoir cherché à faire ces ponts. Alors, je ne vais pas vous répondre, chercher à faire des ponts. Nous ne sommes pas dans une démarche, on va dire, politicienne. Par contre, nous sommes prêts à pratiquer ce que je vais appeler l'union régionale. Sur le dossier Ascoval, nous avons toujours été aux côtés de l'exécutif. Sur le bras de fer qu'il y a lieu de faire avec la SNCF, sur l'amélioration du quotidien des habitants, là, il y a des dossiers où, à l'évidence, nous sommes... Ce que je vous dis, cette expression, dans l'union régionale, nous votons dès demain pour la délibération, avec bien entendu notre devoir qui est notre devoir de vigilance, de contrôle, et quand une mesure ne produit pas son effet, nous disons au président, il faut oser changer. Est-ce que vous parleriez pour Xavier Bertrand d'une forme de sectarisme? Est-ce que ce terme-là, ça vous convient? Oui, il faudrait peut-être lui demander à lui, mais il est évident qu'il est à la fois dans un sectarisme et je crois qu'il est dans un déni de réalité. Pourquoi est-il dans un déni de réalité? C'est qu'il a des ambitions, une ambition présidentielle, désormais affichée au grand jour. Et lorsque, point par point, nous montrons que tel ou tel dispositif ne rencontre pas son succès, ne rencontre pas le public. Lorsque nous démontrons point par point, comme nous l'avons fait en début de cette émission, qu'il a promis 60 000 chômeurs en moins et qu'il en a 20 000 de plus, c'est-à-dire qu'il a un écart de 80 000, il est évident que pour celui qui a une ambition présidentielle, si on commence par montrer qu'il échoue en tant que président régional, ça veut dire qu'il n'a pas d'aptitude à gouverner la France. Est-ce qu'il a une aptitude à gouverner la région déjà, d'après vous? Même pas, puisque nous avons vu les résultats, et puis il y a aussi cette incapacité ou cette volonté de ne pas justement écouter son opposition, de ne pas, au terme d'échanges fructueux, reprendre un certain nombre d'idées et parfois, quand il faut peser vis-à-vis du gouvernement, quand il faut peser vis-à-vis de la SNCF, c'est là qu'il faut savoir montrer l'unanimité d'une assemblée régionale. Alors, vos présences vous permettent de mieux comprendre la personnalité, l'action ou la non-action politique de Xavier Bertrand, mais vous n'êtes pas non plus exempt de reproches. Et j'ai été chercher dans les troupes de Xavier Bertrand les reproches qui vous sont faits le plus couramment. Et on pointe régulièrement vos incompétences économiques. Et c'est vous, Philippe Aymery, qui êtes visé prioritairement, parce que vous présidez le groupe RN, on parle de manque de créativité, de manque d'imagination. Vous êtes sensible à ces reproches? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'ils ne sont pas fondés, parce qu'ils ne sont pas justifiés. Je dirais que là, M. Bertrand pratique ce qu'on appelle la fake news, tout simplement. Très concrètement, en matière économique,
Une de ses premières mesures a été de dire « Je fais une aide régionale pour la création d'emplois, allègement de charges de 25% pour les TPE, PME. » Voilà. Dès la première séance ou la seconde séance, nous alertons, nous disons « Monsieur le Président, il y a aujourd'hui un dispositif national qui s'appelle embauche PME, qui est en concurrence, d'autant plus que le plafond pour en bénéficier par rapport à 1,3 du SMIC est plus avantageux avec le système de l'État. Que nenni, on ne veut pas nous croire, vous êtes des incompétents, ils mettent en place le système. Ils font une évaluation du système dans l'année 2017 et le 1er février 2018, l'aide régionale à la création d'emplois est abandonnée par l'exécutif. Voilà, ça c'est ce que les incompétents économiques décrits par M. Bertrand l'ont alerté parce que c'était une évidence pour des gens. Moi, il faut quand même savoir que pendant 30 ans, j'ai dirigé une entreprise de bâtiment, que j'ai eu des responsabilités au niveau national et européen au sein de mon organisation professionnelle dans le monde du bâtiment, que notre chef de file de la commission économie occupe de très hautes responsabilités dans le domaine de la formation professionnelle. Donc nous n'avons strictement aucune leçon à recevoir, M. Bertrand. Des leçons à recevoir quand même, si, il y en a. Il y a un point noir qui est soulevé là encore par les amis de Xavier Bertrand. C'est l'absence de Marine Le Pen, qui est élue de cette Assemblée, qui est donc une de vos élus. Et la question se pose, est-ce que diriger un parti, diriger un groupe à l'Assemblée nationale, ou un groupe en constitution à l'Assemblée nationale, conserver un pied dans un fief qui est celui d'Hénin-Beaumont, est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce que la présidente du Front National, du Rassemblement National, ne devrait pas céder sa place de conseillère régionale? Aujourd'hui, Marine a fait le choix parce qu'elle a été élue. Et quand elle a été élue pour devenir la présidente, elle a fait le choix, après son élection à l'Assemblée nationale, de rester avec nous. Elle participe régulièrement aux séances, mais il est vrai que couramment, régulièrement, nos adversaires nous font le reproche d'une présence pas assez continue, mais nous pourrions leur faire le même avec M. Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, que l'on voit passer en coup de vent de séance en séance. Et puis le dernier point qu'il convient de soulever, et comme ça j'aurais fait, je pense là aussi, une approche globale des reproches qui vous sont faits, eh bien là c'est un chiffre qui est quand même inquiétant, c'est qu'entre le début du mandat et le mi-mandat, vous avez perdu un quart de vos élus. Un quart de vos élus, vous étiez 54, vous n'êtes plus que 41. L'éloignement de ces 11 élus est dû à quoi? À des raisons locales? À votre façon de diriger? Est-ce que ce sont des raisons nationales, des mésententes nationales? Ou est-ce que c'est tout cela à la fois? Vous savez, la nature humaine est ainsi faite qu'il y a un ensemble de raisons qui peuvent se conjuguer. Alors il faudrait les demander à ceux qui ont décidé de s'éloigner de nous. Alors c'est sûr qu'il y a une raison nationale lorsque ceux qu'on appelle les philippotistes se sont séparés de nous en septembre 2017. Il y a d'autres raisons qui sont plus personnelles, liées à des investitures, à l'élection. Je le ressens en tout cas, moi, comme un échec, parce que quand nous avons un groupe, que nous avons eu la confiance des électeurs, il faut garder ce groupe le plus complet possible. Ce que nous pouvons néanmoins constater, je le dirais peut-être un peu pour nous consoler, c'est que notre force de frappe reste intacte, qu'aujourd'hui ces 41 membres sont soudés et puis sont toujours à l'offensive et toujours force de proposition. Alors j'ai regardé, votre groupe ne s'appelle pas totalement Rassemblement National, il s'appelle Rassemblement National et apparenté. Et ce terme apparenté, est-ce que c'est tout simplement pour voir revenir des figures qui sont parties? Je pense par exemple à M. Philippot, qui est le père de Florian Philippot, qui est élu dans votre assemblée. Est-ce que vous avez toujours cette idée de pouvoir rassembler? Je pense à Éric Dilly, qui avait souhaité être candidat à la présidence du Front National. Est-ce que ce sont des personnalités à qui vous tendez la main, ou est-ce que vous considérez que ce n'est plus possible de travailler avec eux ou elles? Quand on s'appelle Rassemblement National, il est évident que nous n'on peut que chercher à rassembler. Donc il y a des personnes qui à un moment se sont éloignées, il y en a qui l'ont fait avec plus ou moins d'élégance, mais en tout cas, le président de groupe que je suis dit que la porte est ouverte et que toute personne qui revient animée d'un esprit de bonne volonté sera accueillie
comme il le faut. Jeudi, il y a quelques jours, il y avait le débat des 12 têtes de liste aux européennes. Et là, vous, Philippe Aymery, vous avez vu votre Jordan Bardella, qui est votre candidat, et puis à côté de lui, Florian Philippot. Pendant 8 ans, il a été votre tête pensante au Front National. Est-ce que vous regrettez cette situation ? Alors, qu'il ait été notre tête pensante, je crois que le terme est un peu fort. Je veux dire, Florian Philippot avait sa place, mais il avait sa place parmi d'autres. Bien sûr que je regrette une situation, mais on ne vit pas de regrets. On se projette vers l'avenir. Aujourd'hui, cette page est tournée. Nous sommes à l'offensive. Je crois que nous sommes en tête ou au coude à coude avec La République En Marche. Jordan Bardella est une de ces valeurs montantes qui nous représente au mieux. Donc, j'ai toute confiance en l'avenir. Les Hauts-de-France, elles seront représentées sur la liste aux européennes du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a des personnalités qui repartiront à Strasbourg et à Bruxelles et qui sont des Hauts-de-France ? Écoutez, il y a une commission d'investiture et lorsque la direction du mouvement choisira de dévoiler la liste, à ce moment-là, vous le saurez. Vous ne le savez pas ? Vous le saurez lorsque sera venu le moment pour la direction du mouvement de publier la liste. Et vous êtes candidat, vous ? Non. Alors l'avenir pour les européennes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez de ces européennes ? À la fois pour le Rassemblement national, puis pour votre grande région. Il faudrait que cette élection européenne permette au niveau du Parlement européen que ceux qui sont favorables à une Europe des nations obtiennent demain la majorité et fassent qu'on retrouve l'esprit de l'Europe, l'esprit des pères fondateurs de l'Europe, avec une Commission européenne qui serait seulement un secrétariat technique et que ce soit les politiques, le Conseil des ministres, les gouvernements qui décident dans une Europe des nations qui laisserait toute sa place, non pas dans une forme fédérale, comme ils veulent le faire actuellement, mais dans une forme qui respecte la souveraineté des nations, le concert des nations, comme on l'appelait encore il y a quelques dizaines d'années. Est-ce que vous envisagez la place des Hauts-de-France au sein de la nation seulement, ou est-ce que vous l'envisagez au sein de l'Europe ? Vous savez que les régions se poussent du col, si on veut dire, en Europe, que certaines ont des mêmes représentations à Bruxelles, parce qu'il y a de la région Île-de-France, par exemple. Je pense que ça doit être la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous maintiendriez si vous étiez le président de cette grande région ? Non. Puisque nous sommes d'une manière générale d'avis que ce que nous appelons les relations internationales sont menées par l'État-nation, l'État stratège. Le Conseil régional aujourd'hui est autorité de gestion pour les fonds européens. A-t-il besoin d'une représentation à Bruxelles ou une représentation à Londres comme on l'a aujourd'hui ? Nous ne le pensons pas. C'est quand même l'idée que les Hauts-de-France veulent rayonner, qu'il veuille y avoir une place centrale, parce que géographiquement, elle a cette place dans l'Europe. Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez remettre en cause, finalement. Cette place centrale, elle est de par l'histoire, elle est de par la géographie. Nous avons toujours été une terre de commerce, une terre d'échange entre le Nord et le Sud. Donc, nous l'avons historiquement. Le bureau à Bruxelles ou le bureau à Londres ne change rien, mais rien du tout à l'affaire. Est-ce que vous allez bénéficier du Brexit anglais ? Région Hauts-de-France, qui est en face de la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas... Je pense que le Brexit ne changera fondamentalement rien. On continuera à importer du saumon d'Écosse et à en déguster. Les Anglais continueront à boire du Beaujolais et du champagne. Il y a eu des relations entre la Grande-Bretagne avant l'Union européenne, il y en aura après le Brexit. Si le Brexit est mis en place, ça ne pose pas de problème particulier économique aux Hauts-de-France ? Franchement, alors bien sûr qu'il y aura des ajustements, mais moi je fais confiance à la sagesse des nations et des gouvernements pour négocier les zones de pêche, pour faire que le temps d'attente des camions s'organise au niveau du port. Voilà, on est vraiment dans l'opérationnel. Faisons confiance aux opérateurs privés qui sont en charge de ça. Faisons confiance au gouvernement pour négocier dans les intérêts respectifs de leur population. Aujourd'hui, par exemple, le problème que nous avons avec la frontière, c'est que nous ne pouvons même pas négocier puisque ça se fait par l'Union européenne. Dernière question, je vais faire un saut de haie et vous faire sauter les européennes pour arriver à 2020. Là, ce sont les municipales et on voit les résultats du Front National, du Rassemblement national dans votre région, dans vos régions. Et cela vous permet de prétendre d'emporter de très nombreuses villes dans cette région. Est-ce que c'est pour vous un grand défi que celui des municipales de 2020 ? Chaque élection est un défi.
européenne, municipale, puis ensuite élection législative. Une élection municipale est quand même une élection différente. Elle se joue d'abord à l'échelon local et il ne faut pas tirer de conclusions actives des résultats au niveau national. Donc, je dirais que à l'élection municipale, même s'il y a une lame de fond, il y a toujours des situations locales où l'importance de l'équipe constituée et du projet présenté aux habitants est primordiale. C'est d'ailleurs ce qu'a démontré Steve Briouat et Hénin Beaumont. Merci beaucoup Philippe Aymery. Merci. Bon retour à Lille.